Le tourisme est une grande partie de ma vie. J'ai présidé un comité départemental, je préside l'agence d'attractivité de la Vienne, j'ai fait le Futuroscope avec Monory, j'ai fait un Center Park, j'ai été engagé dans beaucoup d'activités. 18 ans à la tête d'un exécutif régional, on vient de bâtir des projets touristiques, des outils financiers touristiques. Je suis passionné de Chine, je vais 7 fois par an en Chine. Je suis confronté à vos problématiques, je suis confronté au déclassement de la France et je vois bien que le redressement de l'image de notre pays, ça passe par le partage de notre identité nationale, d'un certain nombre de forces, et donc ça fait du tourisme un levier majeur de la stratégie de la France. Le tourisme n'est pas ce petit sujet périphérique. On oublie quelquefois de nommer un secrétaire d'État, et 15 jours après, on est obligé de le nommer, mais à ce moment-là, on nomme le meilleur. C'est Jean-Jacques Descamps. Mais on est, au fond, dans une belle démonstration. Il a fallu qu'un type d'autorité, un vrai type d'autorité, c'est un ancien Premier ministre, devienne ministre des Affaires étrangères, près de tourisme, et on se dit, ça y est, il y a de l'autorité là-dedans. Ben, je pense que c'est ça qu'il faut au tourisme. Ne pas en faire un sujet périphérique, ne pas en faire un sujet marginal, en faire un sujet de substance, parce que c'est le partage de notre identité, c'est le partage de ce qu'est notre nation, mais un partage qui est ouvert. C'est pas du protectionnisme, c'est pas justement du nationalisme fermé. C'est partager la gastronomie, c'est respecter la culture chinoise pour promouvoir la culture française, notre gastronomie, notre patrimoine. C'est faire découvrir, c'est faire parler. Donc c'est vraiment ce qu'il y a de meilleur dans la nation, ce qu'il y a de meilleur dans l'identité nationale. C'est le partage. Goûter, ce mot goûter qui fait partie de notre culture, goûter la France. Et c'est pour ça que c'est un sujet qu'on a eu tort de mettre de manière périphérique. Je ne veux pas être trop long parce qu'on a un jeu de questions, mais j'ai des propositions à faire pour remettre concrètement les choses en place, parce qu'il faut mettre sur le tourisme de l'autorité. Je sais que la diversité touristique, parce qu'il faut des grands projets, il faut des grands événements, il faut des Coupes du Monde, il faut des expositions universelles, il faut des Jeux Olympiques, mais il faut aussi des gîtes ruraux, il faut aussi de l'animation territoriale, il faut aussi d'être capable sur le territoire de monter en gamme nos terrains de camping, de mettre de la qualification humaine, de faire en sorte que la qualité soit bien. Quand on passe sous la Tour Eiffel, qu'on ne soit pas dans les immondices, et que quand on fait en Eurostar Paris-Londres, qu'on passe au travers de tous les trafiquants à la gare du Nord et qu'on arrive à Londres dans une capitale toute propre et toute accueillante. Donc on a quand même des choses à faire qui exigent de l'autorité et de mettre ce dossier sur le dessus de la pile. C'est clair. Alors justement, puisque vous demandez l'autorité, est-ce que cela veut dire pour vous qu'il faut un ancien Premier ministre pour s'occuper du tourisme dans le prochain gouvernement du président élu ? Bon, les anciens Premiers ministres sont des gars sérieux. Donc c'est déjà quelque chose. Mais moi, je vais dire, j'ai pris le raisonnement et j'approuvais Laurent Fabius dans cette démarche. Mais moi, je fais l'étape d'après, parce qu'il s'est arrêté à mi-chemin. C'est que le tourisme, c'est Matignon. Parce que c'est interministériel, parce que vous avez autant besoin de la formation que des routes, que de l'aménagement du territoire, que de l'équipement en numérique, que la téléphonie mobile, que la promotion de la France. Donc je pense vraiment qu'il faut penser une organisation stratégique auprès du Premier ministre. On a besoin d'un Premier ministre dans notre pays parce que, faire attention, la France n'est pas suffisamment grande pour être fédéralisée. Donc il y a un moment où il faut quand même avoir une vision à la fois pénétrante, verticale, mais aussi horizontale. Ce qui me frappe, je vous parle très libre, dans ancien Premier ministre, ancien ça veut dire libre. Même en ce moment, dans une situation politique assez complexe, je garde ma liberté. Le fond de l'affaire, c'est que dans notre pays, on ne pense plus l'avenir. On a supprimé la data, on a supprimé le commissariat au plan. On est aujourd'hui dans toujours l'immédiat. Avec cette belle phrase d'Edgar Morin, qui aurait pu être une raffarinade, « Quand l'immédiat dévore, l'esprit dérive ». En fait, on est dans l'immédiat. On a supprimé tous les outils qui étaient des outils de pensée. Et notamment, on a supprimé la datar. Je pense qu'il faut recréer une nouvelle datar, une délégation à l'attractivité au tourisme, dont on dit
qu'elle est placée sous l'autorité du Premier ministre, qui en préside le conseil d'administration, et qui s'occupe non seulement d'aujourd'hui, mais qui pense l'attractivité de la France à 10 ans. Parce que, je le vois quand on fait un futuroscope ou quand on monte un Center Park dans le Loup-du-Nez, il faut un certain temps pour faire les choses. Et donc, il faut mettre du temps. Vous savez, moi, j'ai été Premier ministre par un coup de fil à 11 h le matin. Et je me suis installé dans le bureau à 15 h. Il a fallu nommer 40 personnes d'ici 24 heures et puis 400 personnes en une semaine. Mon ami Li Keqiang, le Premier ministre chinois, lui, il a su qu'il était Premier ministre 5 ans avant. Il a eu le temps de préparer son truc. Et il s'organise. Bon. Et donc nous, on improvise tout. Il nous faut bâtir une vision attractivité. Et le tourisme, c'est l'élément fédérateur. C'est le système sanguin de l'attractivité. Parce que dans le tourisme, on est toujours en situation complexe. Le touriste n'est jamais un être simple. C'est toujours un être complexe. Il est en même temps père de famille, il est en même temps chef d'entreprise, il est en même temps binational, il est en même temps plein de choses. Donc il ne faut jamais le résumer, il faut faire en sorte qu'avec lui, on regarde ce qu'est l'attractivité. Donc pour ce qui est de la gouvernance, moi je pense qu'il faut repartir sur une date, c'est-à-dire il faut mettre en place un outil interministériel qui a l'autorité sur chaque ministère, dont le Premier ministre est l'animateur et le responsable, et qu'il puisse clairement faire du tourisme cette fédération des initiatives autour de l'attractivité. Et pour cela, pour réfléchir à tout ça, eh bien, il faut faire, comme c'est rue de Varennes, on va faire le Varenne du tourisme. Plutôt que de faire un Grenelle de l'environnement, on va faire un Varenne du tourisme. On va rassembler les professionnels pour bien définir le périmètre de la structure et pour bien définir le contenu même de cette structure-là, qui doit être une structure horizontale sur tous les ministères, avec Bercy, qui fait que quand on a... Qu'est-ce que c'est que le type de décision qu'on a à prendre dans un gouvernement? Ce sont des arbitrages ministériels. Ça s'appelle des bleus de Matignon. Ça s'arbitre à Matignon. Si vous êtes à la périphérie, vous perdez les arbitrages. Si vous êtes au cœur, vous les gagnez. Eh bien, si on veut avoir des arbitrages qui soient favorables, il faut faire en sorte que les arbitrages, le lieu de l'arbitrage, soit à Matignon. C'est pour ça qu'il faut l'autorité du Premier ministre. Je pense vraiment que je ne vous dis pas ça pour flatter le tourisme. Je pense que le tourisme est un levier majeur de notre économie. Et en plus, je pense que le tourisme, c'est une activité de valeur. Je pense que l'humanisme, je pense que la rencontre, quand on prend un bon petit verre de Haut-Poitou, je sais qu'il y en a des meilleurs, mais bon, quand on partage quelque chose. Donc je pense qu'il y a de la valeur. Mais en plus, je dis ça simplement parce que je crois que dans notre pays, on ne pense pas suffisamment à l'avenir. Je pense que dans notre pays, on est dévoré par le court terme et qu'on a besoin, à Matignon, de penser les choses de l'avenir et donc d'avoir quelque chose et une structure qui soit une structure de vision. Sans vision, il n'y a pas d'action cohérente. Alors, un Varenne du tourisme, et puis il y a une autre priorité, c'est la sécurité des touristes étrangers. Vous connaissez bien la question avec les Chinois. Et puis cette question de l'image, j'en profite pour remettre votre micro. Merci. Voilà. L'image de la France dans le monde, pour l'attractivité, la compétition, comment on fait pour lutter face à Londres, comment on fait pour améliorer cette image et faire venir les touristes pour atteindre les 100 millions de touristes. C'est aussi votre objectif, 100 millions de touristes en 2020 ? Oh, je me méfie des trucs un peu tout faits. L'emploi touristique n'est pas délocalisable, on va passer de 100 millions. Je me méfie de tout ça, parce que d'abord, un touriste, c'est pas... Les droits de l'homme et le tourisme, c'est assez sophistiqué. C'est pas 1 égale 1. Il y en a un qui dépense 10 fois plus que l'autre. Donc ça dépend des paramètres. Hein. Donc il faut être... Moi, je suis pour un tourisme qualitatif en France. Je suis pour qu'on essaie de monter en gamme. Et donc, je suis naturellement pour des objectifs quantitatifs. Mais je pense qu'il faut veiller à ce qu'il y ait une qualité de nos produits, une qualité de nos prestations et une qualité de nos marges. Et donc, c'est pour ça que je pense qu'il faut avoir cette approche. Pour ce qui est de l'image de la France, je pense que nous devons avoir comme objectif stratégique un leadership mondial. Ça doit être un objectif. C'est pour ça qu'il faut... il faut convaincre chaque Français que le tourisme est une priorité pour la France, donc pour lui. Comme a été pendant un temps... Regardez, si on prend la France d'il y a 10-15 ans, on disait la France c'est quoi? C'était le nucléaire, c'était un peu l'automobile,
C'est un certain nombre de secteurs clés pour lesquels, quand on rentrait dans le bureau d'un Premier ministre étranger, on disait « Tiens, la France, c'est ça ». Aujourd'hui, c'est quoi la France quand vous rentrez? C'est plus tout à fait l'agroalimentaire, hein, c'est plus tout à fait le nucléaire, c'est plus tout à fait nos grands secteurs automobiles. Hein. Il n'y en a plus beaucoup. Moi, récemment, je l'ai vu, j'étais avec le Premier ministre de Malaisie, j'ai testé un peu de ça. Il y a deux choses qui sortaient, nos industries de défense et le tourisme. Il faut bien que les Français comprennent que, vu de l'extérieur, le tourisme est un des gros atouts de la France. Et donc, si on veut qu'il y ait une mobilisation, il faut d'abord que les Français soient convaincus qu'il ne s'agit pas d'un sujet subalterne et que c'est un sujet mineur qu'on traite quand les autres ont été traités. C'est un sujet prioritaire qui va de la France dans le monde. Pour cela, il faut qu'on ait des stratégies qualitatives, mais il faut vraiment que quelqu'un qui traverse la gare du Nord aujourd'hui soit révolté par la manière dont on accueille quand on est dans certains cas à la gare du Nord. Si tout le monde considère ça normal et qu'on prend sa petite file tranquille pour aller dans Eurostar et qu'on est dans les classes économiques et finalement on a son petit parcours tranquille, puis finalement le reste c'est pas grave, non, le reste c'est grave. Parce que le reste c'est le premier contact qu'on a avec la France. Donc la propreté sous la Tour Eiffel, toutes ces questions-là qu'on voit partout, c'est notre problème à tous. C'est, je pense, la qualité, ça ne se partage pas. Et c'est au fond, ton emploi, ça dépend de ta peau de banane. Hein. Tout ça, tu ne le sais pas, mais c'est lié en fait. Hein. Et donc, il faut être extrêmement attentif à ça. Je pense que pour parler de l'attractivité de la France, il y a évidemment des actions globales et des actions sectorielles. Pour ce qui est des actions globales, je pense qu'il y a des événements qu'il faut essayer de jouer. Je pense que ce dont vous avez parlé, l'exposition universelle, les Jeux olympiques, tout ce qui peut assurer la promotion de choses, ce sont des points très importants. Il y a d'autres événements qu'il faut essayer de trouver, de construire. Et donc, je pense que ça, c'est un élément très important. Il faut ne pas sous-estimer la communication. Je trouve que très souvent, on sous-estime la com. Chez moi, dans mon Poitou, tous mes acteurs touristiques, grosso modo, mon chiffre d'affaires, il est quand même assez proportionnel aux affichages que vous faites dans le métro. Quand vous faites de l'affichage dans le métro, c'est bon pour moi. Il y a quand même des corrélations qui sont... Alors, naturellement, il faut que la promesse soit à la hauteur du produit, ou le produit à la hauteur de la promesse, mais il faut quand même se dire que quand on a des taxes de séjour en plusieurs centaines de millions, si on est à 300 millions, on pourrait quand même faire en sorte que le produit de la taxe de séjour, au moins, il aille... ça serait discuté dans le Varenne, mais au moins 30% pour la promotion. Parce que c'est bien qu'on fasse, avec le Center Park de Loudun, qu'on fasse une piscine à Loudun, mais il faut faire aussi la promotion du Center Park et de tout le reste. Donc je suis pour que la taxe de séjour elle puisse revenir aussi quand même à celui qui construit le séjour. Donc pour qu'on ait de la promotion, il faut aller chercher un certain nombre de moyens. Donc là, moi je pense qu'il y a les événements, il y a un certain nombre de marchés, l'image qui est très importante de la France. Ça, heureusement, malgré toutes nos bêtises, l'image de la France reste très forte. C'est assez incroyable. Mais non, mais franchement, j'ai vu une dame qui était présidente des Caisses des Jardins à Québec, même au Canada tout entier, francophone, qui connaissait par cœur notre pays et qui pensait que notre fiscalité, c'était les 75%. Vous vous souvenez, on a vu le débat sur les 75%. Mais parce qu'un certain nombre de nos amis américains, dans la presse économique, ont matraqué sur le thème que la fiscalité, c'était 75% en France. Eh bien, une dame avertie comme elle pensait vraiment que c'était 75%. C'est-à-dire qu'il ne faut pas s'attendre à ce que les concurrents nous laissent tranquilles. Et donc, les concurrents nous cassent. Eh bien, malgré ça, grâce à Victor Hugo, grâce à notre Révolution, grâce au général de Gaulle, grâce à un certain nombre de choses, ça tient. Donc, protégeons tout cela. Protégeons la culture. Séparons jamais culture et tourisme. C'est ensemble. Faisant en sorte que c'est vraiment la même chose, c'est des sujets qui sont complètement voisins, et faisant en sorte qu'on soit très attaché à notre patrimoine. La sécurité aujourd'hui, c'est le sujet de la guerre économique. La sécurité, elle est utilisée par nos adversaires, plus exactement l'insécurité, enfin, je le vois en Chine, j'ai rencontré beaucoup d'acteurs et d'opérateurs chinois, on est sur pas mal de projets, je vois très clairement que les concurrents disent vous êtes attaqués. Ah oui, parce que vous voyez, regardez les Français, ils sont en train de faire la lutte contre le paiement cash. On ne pourra plus payer en liquide. Pour des pays qui payent qu'en liquide, ça les inquiète. Il y a toute une petite campagne qui explique
qu'on est en train de supprimer tous les paiements en cash en France. Donc, il y a des limites qui ont été faites parce que les billets de 500, parce qu'il y a un certain nombre de choses qui ont été faites, mais on peut quand même acheter en France en liquide pour que des gens qui, dans certaines proportions, dans certaines conditions. Il y a des limites, mais notre concurrence, elle explique que ce n'est pas possible. Et donc, il y a des tour opérateurs qui font sauter la France rien que par rapport à la sécurité, parce que le cash, c'est quand même la sécurité. C'est que vous attaquez quelqu'un qui vient d'un pays du Sud, vous l'attaquez dans la rue, vous n'êtes pas supposé qu'il ait forcément beaucoup d'argent dans sa poche. Vous attaquez un Chinois, et la probabilité qu'il ait de l'argent dans sa poche est assez forte. Donc la sécurité et le cash, c'est quand même des questions qui sont dans nos systèmes d'insécurité qui restent quand même très posées. Donc nous, il faut organiser une sécurité très renforcée. Je vois que les professionnels intègrent aujourd'hui les questions de sécurité. J'ai vu un tour opérateur là qui intègre des personnes de sécurité et dans son propre produit et qui organise la sécurité. Je pense qu'il faut aider, nous, par ce type d'emploi. Là, il y a des emplois et là, il y a des soutiens de l'activité publique pour partager. D'une manière générale, je crois que le tourisme, c'est le secteur où le public et le privé doivent se marier le plus possible. Parce que vraiment, on est sur des sujets où il y a une part de public et une part de privé. Si ce n'est pas du privé qui gère, ce n'est pas le public qui saura faire. En revanche, s'il n'y a pas l'intérêt général, le privé ne peut pas lui seul porter l'intérêt général. Je pense que les questions de sécurité, là, il faut revoir nos modèles. Il faut construire des emplois de sécurité. Il faut pouvoir mettre ces forces-là au service d'un certain nombre de produits. C'est un sujet majeur. Nos concurrents font de la sécurité quelque chose qui est vraiment, pour nous, un sujet de débat fort. Quand vous voyez que M. Trump, à la télévision, dit « Paris n'est plus Paris », c'est une attaque directe touristique. Ce n'est pas un politicien hasardeux. Il y a des intérêts derrière. Il y a des lobbies derrière. Et quand ils disent ça pour nous affaiblir. Et donc, il ne faut pas prendre Trump comme quelqu'un qui aurait ses spontanéités créatives. En matière d'hôtellerie, il sait de quoi il parle. Hein. Donc, quand il nous dézingue, il sait pourquoi. Hein. Donc, il faut savoir que ça, c'est pas. Donc, c'est un adversaire. Paris restera toujours Paris, Monsieur Trump. Vous n'empêcherez rien. Et on va traiter tous les problèmes qui sont nos problèmes de difficulté. Mais c'est vrai qu'il faut qu'on soit un peu lucide, mais ça, il n'y a qu'en faisant partager aux Français l'idée que le tourisme, comme la culture, c'est notre bien commun. Et c'est l'emploi de nos enfants qui en dépend. Alors justement, emploi, vous avez évoqué des pistes. Comment favoriser l'emploi dans le domaine du tourisme? Et puis surtout, comment réagir face à l'ubérisation de l'industrie touristique, Airbnb, etc. Ça peut être une force, mais ça peut être aussi un handicap. Comment vous faites? Bon, alors, je pense qu'il faut bien être attentif au modèle économique touristique. Je mets le modèle économique toujours au pluriel, parce que dans le tourisme, c'est la diversité. Le tourisme, c'est de l'humanisme. Ça dépend donc beaucoup des caractéristiques des gens, des produits, des territoires. Donc il faut se méfier de tout ce qui est vision trop globale. Je pense que, par exemple, entre les PME et les grands groupes, je pense qu'il faut avoir... J'ai eu une expérience passionnante en tant que ministre des PME. Je peux vraiment dire que sur ces sujets, je pense qu'il faut pouvoir avoir des approches spécifiquement PME, comme les États-Unis, on peut le faire avec le Small Business Act, pour faire en sorte que ceux qui participent à l'attractivité du pays puissent trouver des avantages. Je pense que l'attractivité du pays, c'est quelque chose qui est d'intérêt national. Donc tous ceux qui participent à faire venir de la richesse qui était à l'extérieur et qui vient chez nous, ils participent à ça, il faut les aider à ça, il faut leur donner soit la capacité d'avoir un taux d'IS spécifique, soit d'avoir des capacités de réaffectation dans le capital des résultats à des taux spécifiques, trouver le moyen pour que l'attractivité soit soutenue. Parce qu'il y a deux façons de s'enrichir. Il y a créer de la richesse, de l'intelligence ajoutée, et il y a faire venir de la richesse de l'extérieur. Et les deux sont à égalité d'estime et de respect. On a besoin des deux. Il faut qu'on soit actif par l'attractivité. L'attractivité, c'est faire venir de la richesse. Ça doit être soutenu, et notamment dans les petites et moyennes entreprises. Moi, je suis pour qu'on considère que les petites et moyennes entreprises, je pense surtout aux petites entreprises de type familial, celles qui n'ont pas vocation à devenir des grandes entreprises.
Parce que le concept PME est un concept très ambigu. Entre la start-up qui a l'ambition de devenir très grande et l'entreprise familiale qui va rester petite sur son marché et qui vit très bien sur son marché, on n'est pas dans le même destin. On n'a pas les mêmes besoins en capitaux propres, on n'a pas le même problème de haut de bilan. Donc il faut bien distinguer la croissance. Très souvent, on a besoin de fonds propres en tourisme. On a besoin, c'est très consommateur de haut de bilan. Mais il est évident qu'il est très différent de voir en fonction de la croissance. Et donc, il faut aider un modèle économique de gens qui, sur le territoire, ont leur propre marché, doivent pouvoir bien vivre de leur métier, sans pour cela chercher à devenir tous des Wanda ou autres grands groupes, pour ne pas citer un groupe français, et ne vexer personne, surtout pas les anciens présidents de la République. Donc, dans ce contexte, je pense qu'il est très important d'avoir un modèle économique en matière de charges sociales, en matière de fiscalité, pour soutenir les entreprises. Alors, il y a plusieurs... Je pense aussi que dans le modèle économique, il faut qu'on soit très attentif à la formation. Je pense que la formation en matière de tourisme, c'est quand même très important. Moi, je suis très attentif à tout ça quand je remarquez, quand vous êtes dans un restaurant, vous commandez. Vous allez en Chine, dans un restaurant convenable en Chine. Vous avez commandé. Si vous avez commandé des petits pois, vous et votre voisine, des haricots verts, l'assiette de petits pois vous arrive et votre voisine a ses haricots verts. En France, les petits pois, c'est pour qui? Les haricots verts, c'est pour qui? Quand c'est commandé, c'est commandé. Après, c'est organisé. Et on sait. Petit détail, et vous le prenez, les petits détails. Mais je veux dire, en matière de qualité, il n'y a pas de détails. Et donc, il faut vraiment que la formation, on aille au bout des choses pour pouvoir se dire qu'on ne peut pas avoir une ambition de leadership et pas être, en matière de formation, parmi les plus exigeants. Il faut ensuite, donc, sur les questions de formation, là, notre système, globalement, est quand même pas adapté. Je pense qu'il faut travailler avec les régions, c'est le système sans doute le plus proche. Je pense qu'il faut, avec les organisations professionnelles, je sais que l'UMI a finalement bâti au fil du temps un catalogue de formation parmi vraiment dans le milieu professionnel ce qu'il y a de plus performant, je dirais, tout milieu confondu. Je pense qu'il faut bien évaluer tout ça et bien soutenir tout cela. En ce qui concerne les nouvelles technologies et l'accès à toutes les nouvelles technologies, je pense que là aussi, on a les questions de formation. Et puis, il faut qu'on essaie de se construire et de soutenir. Il nous faut une dizaine d'Amadeus en France. Non, mais... non, voilà, non. Oui, mais ça, bien sûr, ce sont des concurrents. Mais je pense qu'il nous faut, il faut qu'on voit bien que le digital, c'est formidable. Ça laisse penser à l'individu qu'il est le maître. Mais au total, on crée un grand service d'une grande puissance. Donc, on se met à la périphérie d'un réseau. Les réseaux, écoutez un politique expérimenté. Les réseaux, méfiez-vous. C'est très bon, les réseaux, quand vous êtes dans la tête de réseau. Si vous êtes à la périphérie, vous servez la tête de réseau. Donc, les réseaux, d'accord, moi je suis pour les réseaux. Ah, vous êtes dans le réseau, je suis pour les réseaux. Mais tête de réseau. Hein? Parce que périphérie du réseau, tu sers la tête de réseau. Bon, et donc, c'est pour ça qu'il nous faut, notamment là, une stratégie nationale. Ça fait un objectif majeur de ce qui pourrait être le Varenne du tourisme, ou plus exactement le Varenne de l'attractivité. Et de ce point de vue-là, il faut que dans notre pays, on voit bien que l'innovation, l'intelligence, c'est quand même ce qu'il y a de plus fort. La seule bonne nouvelle économique, vous avez entendu des gens avant moi qui vous ont tous expliqué que l'économie allait ou très bien ou qu'elle irait très bien. Bon, ça va pas fort et ce sera quand même difficile. Il faut regarder un peu les choses. La seule chance, et la vraie bonne nouvelle de ces dernières années, la seule vraie bonne nouvelle de ces 5 dernières années, ce sont les jeunes que vous voyez à San Francisco, que vous voyez à Bangalore, que vous voyez à Shenzhen, que vous voyez partout. Vous voyez des jeunes Français, des jeunes ingénieurs qui inventent des trucs partout, mais vous les voyez aussi au design à Saint-Étienne, vous les voyez aussi au Futuroscope et ailleurs. On a une qualité de jeunes. Surtout qu'on n'essaie pas de nous casser nos écoles d'ingénieurs,
nos classes préparatoires, un certain nombre de choses, parce que je vois bien qu'on est en train de casser les outils naturellement et les trucs qui marchent. On a le talent de s'attaquer d'abord à ce qui marche plutôt que de s'attaquer à ce qui ne marche pas. Mais protégeons ça, parce que regardons, les French Tech, c'est quelque chose qui existe. Et donc je pense vraiment qu'il faut mettre le tourisme et l'innovation dans cette priorité nationale. Et ça, et notamment pour ce qui est d'où ce qu'est disons, la régulation qu'il nous faut avec l'ubérisation de la société, toute cette régulation, il faut mettre tous nos jeunes cerveaux sur ce plan. Et donc là, il nous faut des grands programmes. Je préside avec Jean-Paul Huchon, on a pris la suite de Michel Rocard et d'Alain Juppé, les grands investissements d'avenir. Je pense que sur des sujets comme ça, il faut mettre des moyens d'investissement d'avenir pour nous donner des capacités où on met notre matière grise au service de ces technologies, mais dans une perspective d'avoir en France des têtes de réseau, d'avoir en France les cerveaux du système, quitte après à les rayonner ailleurs et rassembler tout le monde. Le rassemblement, c'est très bien, mais la tribune, il ne faut pas la lâcher. Très bien. L'autre question qui est importante, c'est, vous avez parlé des PME, de l'humain. Ces PME du tourisme sont souvent confrontées à des problèmes de fiscalité. Comment simplifier, comment améliorer la fiscalité des entreprises du tourisme? Est-ce que vous avez des idées là-dessus? Bon, c'est hyper difficile. Franchement, vous savez, j'ai de la bouteille. En matière de tourisme, j'étais élevé avec René Monory. Je me suis battu pour faire le Center Park de Loudun. Si vous suivez les affaires de l'Isère, vous verrez que ce n'est pas toujours si facile que ça de faire des Center Parks. Quand même, on crée 1000 emplois directs et indirects. Hein. Et en France, vous avez 15 personnes qui se bougent pour créer 1000 emplois, et vous en avez 500 qui vous empêchent de les créer. Hein. Et par un moment, 4-5 fois, j'ai failli tout lâcher. 4-5 fois, j'en pouvais plus. Parce qu'il y a des moments où il vaut mieux être un insecte rare plutôt qu'un bon chrétien. Bon, enfin, bon. Donc, il y a... non, je suis pour la protection de la biodiversité, mais franchement, vous savez, on est en train de monter un institut Joël Robuchon à Montmorillon. Joël Robuchon est né dans la Vienne. C'est le chef le plus étoilé qu'on a. On est en train de faire qu'avec des capitaux privés. On fait une grande école Joël Robuchon. C'est le projet d'épanouissement de sa vie. On fait ça dans un ancien séminaire avec bâtiments historiques extraordinaires, formidable. On a des investisseurs privés. On n'a pas encore demandé et on fait notre projet, on part qu'avec de l'argent privé. Bon. Et on vous demande à un moment, comme ça, tout ça par une lettre, tout ça, 1 million de plus pour faire des fouilles. Et on trouve, alors pas de chance, il y a un évêque qui est enterré dans une chapelle. Ah, ça va au Conseil d'État. Ça fait des trucs. Un bâtiment qui est inutilisé, inexploité depuis plus de 15 ans et qui ne le sera jamais s'il n'y a pas un projet qui fait ça. Donc on est en train de sauver un bâtiment historique en lui donnant une destination, mais c'est compliqué. Alors, je respecte les gens qui font ça, je vais travailler avec eux. Mais par exemple, là, je vais aller voir le ministre de la Culture et je vais lui demander, je pense que c'est sur un certain nombre de projets comme ça, je vais lui demander qu'un inspecteur général de la culture soit désigné sur le projet pour simplifier les projets. Moi, je pense que pour simplifier les choses sur les projets, il faut donner une sorte de pouvoir dérogatoire à un représentant de l'État et un patron qui est là. Et pour le Center Park, on a pu faire ça à un moment parce qu'on a eu un très bon préfet qui nous a bien aidés. Il était en charge et il était chargé d'interpréter et de faire marcher les services. On empêche aujourd'hui le pouvoir d'interprétation, le bon sens. Il n'y a plus de bon sens. Maintenant, c'est des normes et des règles. Qu'est-ce que fait un fonctionnaire? Il ne cherche pas à interpréter le sujet, il cherche à appliquer la norme, la règle, le machin, le truc. Et donc, il cherche où il va dire non, alors qu'on a besoin souvent de gens qui interprètent. Moi, je suis pour que dans la loi, il y ait des pouvoirs d'interprétation qui puissent être donnés à un responsable de l'État, nommément désigné, quelque chose, et qui puisse pouvoir avoir sur un certain nombre de sujets, notamment quand il s'agit de permis de construire, quand il s'agit de normes de sécurité, d'avoir des capacités d'interprétation, parce qu'il n'y a que des cas particuliers, et qu'en vouloir, on trouve toujours une circulaire qui va vous permettre de dire non, alors qu'à un moment, quelqu'un puisse dire un peu de bon sens. Je crois qu'il faut que, dans notre texte législatif, il faut qu'on remette de la place à ce qu'on appelle le bon sens. Or, en fait, on se protège avec des textes, et le texte, lui, il crée de l'injustice, parce qu'il crée des seuils, il crée des normes, et que de chaque côté du seuil, chaque côté de la norme, vous avez une injustice. Vous êtes du bon côté ou du mauvais côté. Et il faut un moment... Mais la seule chose... Et on est des humains, nous. On croit au bon sens, et en fait, on s'organise toujours pour que le bon sens ne décide jamais.
et que ce soit une règle qui s'impose au bon sens. Il faut remettre du bon sens pour dire, écoutez, là on peut interpréter, là on peut voir, dans un contexte ça peut être validé, il faut mettre des protections, il ne faut pas faire n'importe quoi. Mais qu'au moins quelqu'un à un moment dit, écoutez, là, c'est possible de pouvoir interpréter. Je pense que la simplification, on n'y arrivera pas si on ne donne pas du pouvoir d'interprétation, c'est-à-dire grosso modo une forme de décentralisation. Il faut remettre de l'humain dans les dispositifs. On veut toujours se protéger de l'humain. On a une vieille civilisation bien connue des catholiques contre des protestants avec la Rhénanie. On avait des vieux débats là-dessus. Est-ce que l'humain il est bon ou est-ce que l'humain n'est pas bon? Et donc nous, on a considéré que l'humain, il fallait s'en méfier. Donc on l'enferme dans des règles pour être sûr qu'il ne fasse pas de bêtises. Mais à force de ça, on a enlevé ce qu'est la force de l'humain, c'est-à-dire le bon sens. De ce point de vue, je pense qu'il faut décentraliser beaucoup plus les responsabilités. Là, on a un gros problème, je pense, en matière touristique qu'il va falloir régler dans les premiers mois de l'alternance, c'est le désordre de la loi NOTRe. Là, le qui fait quoi? Entre les départements qui abandonnent le tourisme trop rapidement, ils ont tort d'abandonner le tourisme parce que le tourisme, il a quand même cet enracinement territorial. Le tourisme, comme il est complexe, le tourisme, c'est forcément du co-branding, c'est forcément du métissage. Vous ne savez pas si vous êtes en Charente-Maritime ou en Vendée. Vous passez une partie de votre vacances là, sur la plage là, puis vous allez aller visiter l'aquarium de La Rochelle. Vous ne savez pas très bien où vous êtes. Vous êtes dans la destination, il y a un métissage. Mais il y a de l'enracinement en même temps. Et donc, vous avez besoin de l'enracinement parce que vous voulez boire de votre Pinot des Charentes ou vous voulez manger des huîtres de Marais d'Oléron. Vous serez dans un système très localisé, mais en même temps métissé. Donc, il faut pouvoir faire en sorte que dans les territoires, il n'y ait pas un abandon de la proximité. Parce que dans le tourisme, il y a de la proximité. Et puis, comme on veut de la qualité, il faut qu'il y ait un maire qui passe devant le terrain de camping de temps en temps pour voir si les arbres sont taillés. Parce que si on éloigne tout ça, si vous mettez à Loudun surveiller si les arbres sont bien taillés par un gars qui est à Bordeaux, ça va quand même prendre du temps en général. Ce ne sera pas sa priorité. Donc il faut de la proximité. Donc il faut, dans la loi NOTRe, je pense qu'il faut faire attention. Il ne faut pas abandonner la proximité. On a donné l'économie aux régions, mais dans l'économie, il y a une économie qui a une part de proximité, qui est le tourisme. Et dans cette part de proximité, il ne faut pas abandonner ça. Là, il y a un grand désordre. Je pense que le tourisme, aujourd'hui, est en train de souffrir terriblement, d'abord de la baisse des dotations des collectivités locales, et ensuite de cette réorganisation où chacun essaie de faire des économies en ce moment. Et finalement, je vois que, par exemple, dans la région Aquitaine, il y avait 3 CRT, il n'y en a plus qu'un, mais je crois bien qu'on va diviser le budget par 3 pour avoir un seul CRT avec un seul budget. Alors qu'on a besoin de ces budgets parce que le tourisme, c'est le navire amiral de notre attractivité. Dernière question, ceux qui ne partent pas suffisamment en vacances, comment peut-on les aider? Est-ce que vous avez des suggestions pour que les Français des secteurs, des classes défavorisées puissent profiter du tourisme eux aussi? Alors, il y a plusieurs choses. D'abord, je m'étais battu parce que j'avais quand même réussi avec mon collègue et néanmoins ami, ancien président de la République, qui avait voulu nous mettre une augmentation de TVA sur les parcs de loisirs. Et je ne sais pas si vous vous souvenez, mais je m'étais mis sérieusement en travers et je l'avais fait reculer. Pourquoi je fais ça? Parce que j'ai vu avec le Futuroscope qu'il y avait une dimension sociale et éducative très importante dans les parcs. Et qu'un grand nombre de familles qui ne peuvent pas partir en vacances emmènent les enfants une journée ou deux au parc. Et qu'est-ce que tu as fait pendant tes vacances? Ah, je suis allé au Futuroscope. Ah, moi, je suis allé au sport d'hiver. Moi, je suis allé au Futuroscope. Celui qui est allé au Futuroscope, il a des choses à dire aux autres. Il a appris des choses. Et c'était, ça passe une journée ou ça passe 2 journées, mais ça remplace quelquefois des choses qui sont plus importantes. Et donc, je pense qu'il y a, pour ceux qui ne partent pas en vacances, notamment dans l'action publique, je pense qu'il faut créer quelque chose qui ressemblerait au tourisme éducatif. Et je pense que dans l'allocation scolaire de rentrée, on devrait avoir un chèque tourisme éducatif. Je pense que ça fait partie de l'ouverture des gens. On devrait pouvoir emmener des enfants dans un certain nombre de sites. Il faut labelliser les choses. Mais il y a des choses qui sont très éducatives. Et je pense aujourd'hui que le tourisme, de plus en plus, ajoute de l'intelligence, ajoute du service, ajoute de l'interactivité. De plus en plus, les technologies apportent de l'intelligence au système. Et je pense que dans l'allocation de rentrée scolaire, dont on sait qu'elle sert à beaucoup de choses et pas toujours à l'essentiel, je pense qu'on pourrait mettre dans cette allocation-là des accès
à des produits de tourisme éducatif, je pense que ce serait très utile. Nous avons dans notre pays des outils extraordinaires et dans lesquels vous pouvez apprendre aux enfants des choses extraordinaires. Est-ce que le planétarium du Palais de la Découverte est assez connu dans notre pays? Est-ce qu'on a des choses qui sont des choses extraordinaires dans notre pays, qui peuvent être accès aux Français et dans des conditions économiques qui sont aujourd'hui tout à fait recevables, notamment par tous ceux qui sont en charge des collèges, les départements ou les régions, les lycées, pour permettre aux jeunes enfants d'aller aussi au contact de la culture, de l'éducation, et de pouvoir faire en sorte que cela vienne ajouter dans la vie. Je pense qu'il y a un certain nombre de sujets de cette nature. On peut trouver un certain nombre de moyens pour essayer d'aider ceux qui sont en difficulté. Mais le fond de l'affaire, moi je vous le dis comme un homme libre, le fond de l'affaire, c'est de donner dans notre pays la priorité à l'emploi.